saut en arrière de 100 ans, pour arriver en 1915 plutôt. Lise Michel Riget, je vous laisse la parole pour nous raconter Léon Vivien. Merci. Bonjour à tous, merci pour l'invitation et de venir vous parler de ce Léon avec lequel on a vécu quelques mois et maintenant quelques années, puisqu'on en est à 1 an et demi. Juste vous dire quelques mots sur le musée de la Grande Guerre. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent ou pas, mais un jeune musée, puisqu'on a fêté mardi 11 novembre nos 3 ans. Il a été inauguré le 11 novembre 2011. Et le musée est né, vous avez ici une vue du bâtiment, est né de l'acquisition par la collectivité d'une collection de 50 000 pièces et documents qui appartenait à Jean-Pierre Vernet. Si vous connaissez les bandes dessinées de Tardy, vous connaissez Jean-Pierre Vernet puisqu'ils sont copains depuis 30 ans et que Jean-Pierre a toujours prêté ses objets à Tardy pour qu'il puisse faire ses BD. Donc on est un musée généraliste sur la Première Guerre mondiale, installé à Meaux, lieu de la première bataille de la Marne en septembre 1914, donc le point du front le plus proche de Paris, à 50 km. Et on présente à peu près 15% de la collection sur ces 3000 m² d'exposition permanente, avec un dispositif, on va dire, une scénographie, une muséographie qui est plus d'influence anglo-saxonne, c'est-à-dire assez immersive, avec des objets à toucher, des ambiances sonores, des ambiances lumineuses, quelque chose d'assez... où finalement on propose aux visiteurs une expérience de visite et d'être acteur de ce qu'ils peuvent découvrir, et notamment avec la volonté d'être adapté à tous les publics. Donc quand on dit tous les publics, c'est aussi bien les enfants que les publics en situation de handicap. On travaille beaucoup aussi sur les publics dits empêchés, les publics du champ social. Donc voilà, on essaye de musée généraliste, une vision à hauteur d'homme, on est vraiment sur le quotidien du front mais aussi de l'arrière, puisqu'on n'oublie pas de parler des femmes et des enfants, et une vision, ici vous avez une vue de l'espace mondialisation, une vision aussi internationale où on présente plus d'une trentaine d'uniformes de pays belligérants. Et donc un musée qui se positionne comme une porte d'entrée pour découvrir après tous les grands sites du nord et de l'est de la France. Donc un jeune musée, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est un peu toutes les bases qui vont amener au projet de Léon Vivien, avec l'idée d'être un musée tout neuf et de ne pas se poser de barrières et de se dire on est tout neuf, donc on peut essayer des choses nouvelles, notamment comment on peut essayer de parler différemment de la Grande Guerre. Et donc en 2012, on a fait une belle rencontre. Alors, donc, juste une petite précision aussi d'importance pour la suite, c'est que le musée de la Grande Guerre du Pays Meaux dépend d'une communauté d'agglomération, donc avec une collectivité territoriale et toutes les contraintes inhérentes au fonctionnement d'une collectivité, marché public, budget, etc. Voilà, donc c'est important d'avoir en tête quand même. Donc forcément, un musée, comme l'a dit Michel, jeune, il y a tout à faire. Donc en termes de public, il y a tous les publics à viser, puisque l'idée c'est que ce musée est pour tous, comme Michel vous l'a dit, de 0 à 77 ans et plus. Donc il y avait un gros challenge de communication qui a été fait avec l'ouverture et la collection en elle-même qui méritait cette attention et qui parlait d'elle-même. Et donc on était en marché avec une agence de communication, de relations publiques pour l'ouverture du musée. Et puis en 2012, une des plus grosses agences françaises et même internationales de publicité, je dis bien de publicité et pas de communication, est venue vers nous pour nous proposer un mécénat de compétences. Ils sont venus découvrir le musée à titre personnel, ont eu un coup de cœur pour cet équipement et sont arrivés avec une campagne de communication où ils avaient tout compris. Donc en l'occurrence, ça peut peut-être dire que la scénographie fonctionne bien, mais en tout cas, ils avaient compris ce que voulait être ce musée, comme l'a dit Michel à nouveau, à hauteur d'homme. Donc dès 2012, c'est important de comprendre la collaboration qu'on a avec cette agence de publicité pour comprendre le projet Facebook derrière. Donc on a débuté pour le premier anniversaire du musée le 11 novembre 2012, une campagne de communication print, à savoir insert presse et affichage, basée sur un objet de la collection, qui sont les plaques stéréoscopiques, qui sont des petites plaques de verre
où normalement l'image est doublée et qu'on voyait dès l'époque, en insérant cette plaque dans des sortes de petites jumelles, on voyait les images en 3D. Donc ils se sont inspirés de cet objet pour décliner une campagne de communication avec des visuels et des slogans assez forts, comme celui-ci par exemple. Donc ça correspond aussi à un état d'esprit d'ouverture du musée, parce que c'est pas évident pour un musée d'histoire en France d'aborder un sujet un peu sacré tel que l'histoire, en l'occurrence mondiale. Donc l'idée c'était d'aborder tous les sujets qui sont déclinés au sein du musée, puisqu'on parle effectivement de tous les pays belligérants, on parle des femmes, voilà, on parle un petit peu de tous les sujets. Donc cette campagne avait, pour l'époque, laissé personne indifférent en tout cas, et remporté un certain succès. Donc voilà, c'était la première opération de communication dans le cadre d'un mécénat de compétences, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun échange financier entre le musée de la Grande Guerre et l'agence de publicité. C'est l'agence de publicité qui met à la disposition du musée ses compétences, voilà, pour arriver à ce résultat. Compétences d'un concepteur-rédacteur, compétences d'un directeur artistique et compétences d'une coordinatrice chez eux. Et la collaboration s'est donc tellement bien passée qu'il y a eu d'autres propositions derrière. Et un jour, ils sont donc venus nous voir en nous disant on a une autre idée, si on essaie de répondre à la question, et si Facebook avait existé en 1914 ? Donc on n'a pas réfléchi bien longtemps et on a dit banco, on y va. Et l'idée était donc d'arriver en utilisant ce réseau social, d'imaginer ce qu'un poilu, en l'occurrence vous l'avez ici, Léon Vivien, aurait pu vivre et ce qu'il aurait raconté sur sa page si Facebook avait existé il y a 100 ans. Donc avant de rentrer dans le détail du process de création et de comment on l'a déroulé et de l'impact, on a juste posé dès le départ quelques jalons, et notamment il y a eu un grand débat sur le jalon déontologique, à savoir est-ce qu'on partait d'un soldat réel dont nous, dans les collections, on pouvait avoir la correspondance, les carnets, les photographies, enfin, éventuellement d'avoir cette matière-là. Et puis il s'est avéré que très vite on a abandonné l'idée, parce qu'en fait ça voulait dire que si on pouvait avoir l'histoire d'un soldat, mais sur Facebook il fallait lui inventer des amis, il fallait lui inventer une femme éventuellement, des enfants, je sais pas, enfin voilà, pour nourrir l'histoire et pour nourrir aussi le principe du réseau social qui est Facebook. Donc du coup on a très vite abandonné l'idée et on est parti donc sur Léon Vivien. Léon Vivien n'existe pas, c'est un soldat fictif, un personnage fictif. En revanche, ils se sont nourris pour raconter son histoire de toutes nos collections. Et la deuxième chose, c'était pour chaque poste de Léon, une manière de valoriser différemment nos collections. Donc l'idée et le postulat de départ, c'était de pouvoir avoir des photographies d'archives que l'on a dans notre fonds, ou des photographies des objets de la collection. Voilà, donc c'était un peu les deux points de départ, et puis on s'est dit ça pourrait être marrant de toucher un nouveau public. On s'était fait des petits paris de nombre de fans, et on disait si on a 2000 fans, waouh, ça serait génial. Que de suspense. Donc le postulat aussi bas, c'est qu'on n'avait pas une stratégie de communication digitale. Le musée étant tout neuf, tout récent, il y avait tout à faire. C'était pas clairement notre priorité en termes de com, même si évidemment il y avait un site internet nécessaire et important, la création d'une page Facebook officielle du musée, mais c'était pas nos priorités. Et c'est vrai que au vu de l'idée, on s'est dit c'est génial. Tout de suite, en tout cas, on s'est dit ça, mais on a rapidement vu l'ampleur de la tâche. Parce que l'idée, c'est pas de se mettre tous les jours derrière l'ordinateur et de se dire bon, qu'est-ce qu'on va raconter aujourd'hui ? À partir du moment où cette page allait être portée par le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, on se devait d'être irréprochable d'un point de vue historique. C'est pas parce que le personnage est fictif que l'histoire doit être complètement romancée en dehors des réalités de la période 14-18. Donc on s'est dit il va y avoir un gros travail d'écriture, un gros travail de recherche historique, un gros travail aussi pour mettre en valeur les collections, donc ça sollicite forcément au sein du musée différents métiers.
documentaliste, assistant de conservation. Donc c'est un travail d'équipe. Donc ça, c'était très important. Ensuite, mettre tout ça en image. Ensuite, donc tout ça, c'est l'avant, c'est la préparation. Donc en l'occurrence, il y a eu à peu près 4 mois et demi de travail, sachant qu'on a choisi de partir de mémoire de juin, l'attentat de Sarajevo fin juin 14, pour couvrir jusqu'en mai 1915. On a volontairement choisi de ne pas couvrir 4 années de guerre, parce que déjà il y avait beaucoup de travail, et puis aussi on se posait beaucoup de questions sur le suivi de l'internaute. Est-ce qu'on va arriver à le tenir en haleine un jour, 2 jours, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, voire en l'occurrence 6 semaines. On s'est dit déjà que c'était un gros challenge, et puis beaucoup de postes. Donc ça, c'était les 4 mois de travail en amont, avec des allers-retours entre le musée, entre l'équipe de chez DDB, entre la volonté esthétique et graphique de DDB, notre volonté historique, les choix de collection, parce qu'il y a certes des documents visuels, mais il y avait aussi des objets à mettre en valeur. Et bien sûr, de se dire qu'on prend peut-être aussi un risque de mettre ces images en ligne. Ça peut être aussi la question d'un musée, de se dire qu'est-ce que ces images ensuite deviennent. Mais voilà, c'est forcément déjà de la base dev, donc c'est moins risqué. Mais bon, voilà, le postulat était là. Après Facebook, l'avantage, c'est que chacun fait ce qu'il veut sur Facebook, quelque part, ou presque, et que c'est gratuit. Le désavantage, c'est que c'est quelque chose que nous ne maîtrise pas, et en l'occurrence, on en a payé un petit peu les frais, on vous racontera plus tard, mais voilà, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas, donc il faut qu'on s'adapte à ce média. Donc s'adapter à ce média, s'adapter en termes de format d'écriture court, puisque hors de question que le post fasse 50 lignes, tout en gardant un langage adapté à l'époque 14-18, et s'adapter aussi on ne voulait pas d'interaction entre les personnages fictifs et les internautes. Parce que là, on s'est dit, le fil de l'histoire va être complètement perdu. Donc ça veut dire qu'il y a dû avoir une petite subtilité technique à mettre en œuvre pour que les commentaires des internautes n'interviennent pas entre les échanges des personnages, puisque Léon va échanger avec sa mère, avec sa femme restée à l'arrière, avec ses copains au front, et seulement après ces échanges, l'internaute d'aujourd'hui peut laisser ses commentaires. Et c'était aussi tout l'intérêt pour nous de pouvoir avoir en direct le retour de ce nouveau public. Donc ça, c'était très important pour nous, sachant qu'il y avait un travail pendant qui était un travail de modération. Donc c'est la page officielle du Musée de la Grande Guerre qui modérait cette page en répondant à d'éventuelles questions de demandes historiques ou en choisissant de cacher certains postes. Il y en a eu très peu, je vous rassure, mais forcément l'histoire et la politique parfois se mêlent. Je reviens juste un petit peu en arrière, parce que faire une page Facebook, c'est bien, mais encore faut-il savoir qu'elle existe. Évidemment, tout ça n'avait pas été budgété chez nous, donc pas de moyen de communiquer. Donc on a tout misé sur les relations presse. Donc là, ça fait appel aussi à un autre métier. Et donc on a choisi avec l'agence de faire une conférence de presse à Paris, à l'agence. Donc on s'appuie uniquement sur le relais des journalistes à la fois historiques, généralistes et sur la technologie. Donc c'était un gros pari. Après, on risquait pas grand-chose. On se disait, voilà, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, on aura passé beaucoup de temps humain là-dessus. Voilà ce qu'on aura perdu, mais c'était tout. Et il se trouve qu'on a eu la chance d'avoir le soutien des journalistes, parce que nous pensons qu'en tout cas, c'était la première fois qu'un musée d'histoire en France tentait de prendre la parole de cette manière-là, avec un média qui sert tous les jours pour raconter parfois pas grand-chose, à mettre en photo son gâteau d'anniversaire ou ses nouvelles chaussures, ce qui n'apporte pas grand-chose. Et là, on s'est dit, tiens, on va peut-être trouver un moyen de rendre peut-être plus utile ce média, en amenant l'histoire de manière plus contemporaine. Donc voilà, donc suite à cette conférence de presse, on a eu beaucoup de radio, de télé, et puis bah, voyez, vous savez comment ça marche, hein, les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a votre ami qui aime, vous voyez ça, vous aimez, et ainsi de suite, et ça fait boule de neige. Et c'est vrai que dès les premiers jours, bah, on était un petit peu derrière le compteur, comme à Las Vegas avec les machines à sous, où ça tourne.
C'était un peu étourdissant et troublant. Et puis, donc un gros travail pendant 1 mois et demi de modération de cette page jusqu'à la phase ultime. Voilà, le dernier post. Je ne sais pas si on vous raconte la fin ou si vous la connaissez déjà. Non, on ne va pas vous la raconter alors. Bon, voilà. Voilà, en tout cas, Léon est mort. Voilà. Et alors là, ça a été le drame chez les internautes. En tout cas, ça a fait remonter beaucoup de choses de la part des gens, à la fois des histoires de famille ou des témoignages, et des choses qui nous dit que, bah voilà, si j'avais eu un livre d'histoire comme ça entre les mains, je m'y serais peut-être plus intéressée. Donc il y a eu l'après. L'après, clairement, ça a largement participé, cette opération a largement participé à la notoriété du musée, à mettre en valeur ses collections. Vous dire combien de visiteurs sont venus au musée grâce à Léon, on n'est pas capable de le savoir aujourd'hui parce qu'on n'a pas une étude des publics suffisamment poussée, mais on a quelques témoignages dans le livre d'or en tout cas. Oui, enfin juste pour terminer et être presque dans le timing, nous ça a été, on s'attendait pas du tout à ça, quoi. Enfin voilà, donc je disais, on était, si on a 2000 fans, ce sera génial, et puis on en a plus de 60 000 aujourd'hui, puisque la page est toujours active, donc certains continuent d'aimer la page de Léon. Non, ce qui était vraiment étonnant, c'est qu'on a réussi en effet à toucher un nouveau public. Vous voyez qu'il y a à peu près 60% de moins de 35 ans. Et notamment, on a beaucoup de témoignages d'enseignants de collège qui ont fait le forcing auprès de leur direction d'établissement pour avoir les accès, les autorisations dans les salles informatiques, d'avoir accès à Facebook, pour pouvoir regarder la page de Léon sur Facebook. C'est aussi... donc il y a eu cet engouement de la part des internautes, on n'aurait jamais cru que les gens s'identifient à ce personnage fictif, avec des témoignages très forts, en effet, de gens qui, du coup, ça a libéré une parole où les gens ont raconté l'histoire de leur grand-père. Il y avait vraiment des témoignages incroyables, du style « Léon, mon grand-père s'appelle Marius, il est dans tel régiment, si tu le croises, dis-lui de prendre soin de lui ». Enfin, vraiment, les gens sont complètement là. Il y a eu des échanges, donc ceux qui avaient leur propre adresse internet, blog, d'histoire familiale sur la Grande Guerre, le communiquer aux autres. Enfin, il y a vraiment eu, du coup, une espèce d'engouement comme ça. En effet, on est incapable, nous, d'estimer le retour, au-delà de la notoriété que le musée, puisqu'on était dans plus de 20 pays, donc on sait que le musée a gagné en notoriété. En effet, le livre d'or, on a quelques témoignages. Les collègues de l'accueil nous disent, tiens, de temps en temps, les visiteurs disent qu'ils viennent parce qu'ils ont suivi Léon. Moi, à titre personnel, j'ai rencontré des visiteurs dans une salle qui m'ont dit, on était déçus, on espérait voir une vitrine Léon. Donc ça montre à quel point les gens se sont complètement accaparés le truc. Et puis pour en effet sur l'après, on a dans ces deuxièmes types de surprises, on a un éditeur qui déboule et qui nous dit moi je veux éditer votre histoire. Et donc l'histoire de Léon qui est partie du numérique s'est terminée en ouvrage papier. Et encore une fois, Lise le rappelait au début, mais on n'a absolument pas les moyens de bosser avec une agence comme DDB. On n'a absolument pas les moyens de sortir des bouquins tous les 4 matins. Cette opération ne nous a rien coûté, mis à part le buffet du voyage de presse, de la conférence de presse, à peu près 1 000 € peut-être, le buffet, parce qu'on s'est dit qu'il faut quand même mettre un peu le paquet. Donc en gros, voilà, ça nous a coûté le prix du buffet de la conférence de presse. Et c'est tout bénéfice pour le musée, pour nos collections et surtout pour l'histoire de la Grande Guerre et la manière dont les gens se le sont appropriés. Et on nous en parle encore, la preuve, l'opération a donc duré 6 semaines, il y a 1 an et demi. 1 an et demi après, on est là. J'interviens encore la semaine prochaine sur Léon. On intervient dans 15 jours à nouveau en Ile-de-France, dans une médiathèque qui veut le collège a travaillé dessus, ils veulent qu'on vienne en parler. Donc voilà, une belle aventure. Je vais juste rajouter 2 petites choses. Sans l'agence de publicité, clairement, on aurait, je pense, eu beaucoup de difficultés à mener cette opération, tout comme l'agence de publicité n'aurait pas pu mener cette opération sans nous. Nous n'aurions pas pu mener cette opération pour des raisons de disponibilité de personnel, parce que c'est un travail titanesque et pour des compétences qui n'existaient pas dans ce musée, de directeur artistique, de maquette, de technicité web, clairement. Tout comme DDB n'avait pas la compétence historique et les ressources documentaires pour faire tout ça. Donc c'est vraiment un ensemble de compétences qui ont permis ça.
Et c'est intéressant en tout cas, ça pose d'autres questions, c'est pas le propos aujourd'hui, mais on parle d'une agence de publicité. Publicité, ça pense consommateur, donc c'est intéressant parce que ça donne une autre vision du mot visiteur. Consommateur de culture en l'occurrence, donc ça c'est intéressant. Le dire aussi parce qu'on en est très fiers, en tout cas dans le milieu de la publicité, cette opération a eu de nombreuses récompenses, donc c'est déjà une reconnaissance du travail de l'agence, donc c'est très important pour eux. Et puis ça nous a permis du coup de voir le musée apparaître dans des milieux publicitaires. C'était chercher l'intrus. Quand il y avait des palmarès, vous avez le premier Coca-Cola, le deuxième Musée de la Grande Guerre et le troisième Louis Vuitton. Voilà, il faut chercher l'intrus. C'était la petite anecdote et c'était assez rigolo. Et je reprends un propos que Michel dit toujours, il y aura un avant et il y aura un après Léon. Voilà, pour la conclusion. Merci. Merci bien à tous les trois. Alors maintenant c'est à vous. On a quelques minutes pour des questions. Allez-y maintenant. Question au fond. À propos de la campagne Facebook, est-ce qu'il y a une réaction des historiens spécialistes de la Grande Guerre? Parce que vous avez pris le risque quand même à faire une réaction en étant une institution qui est censée montrer du vrai. Je ne sais pas si ça marche, oui ça marche. Oui, on est conscient d'avoir pris un risque. Tout comme le musée, sa scénographie et son parti pris d'immersion du visiteur divise entre guillemets les historiens. Enfin, clairement certains historiens qui n'aiment pas ce qu'on a fait. Facebook, on a eu plutôt globalement, les historiens avec lesquels on a l'habitude de travailler ont plutôt trouvé l'idée audacieuse. On n'a pas eu, nous on a vraiment été vigilants à ce qu'on raconte soit crédible et soit juste, donc on n'a pas eu de retour, comment dirais-je, on nous a pas pris en défaut sur le parti pris et sur l'histoire. Par exemple, on a été très vigilants, on est sur la période fin 1914, début 1915, on a par exemple été très vigilants à ne pas mettre d'images de soldats. Par exemple, le cascadrian n'est pas encore sorti, donc les soldats sont toujours en képi. Donc nous, on a moins d'images aussi sur l'année 14, donc on a été vraiment vigilants à avoir cette rigueur, en tout cas historique. Donc je pense que ça, on ne l'a pas reproché. On peut reprocher le côté, on nous a reproché le côté, oui, c'est un coup marketing, enfin voilà. Moi, je défends le contraire, parce que ça ne s'inscrit que dans tout ce qu'on fait au musée, à savoir essayer de rendre l'histoire vivante. De la même manière, on accueille au musée, dans le parc du musée, des reconstituants. Vous savez, ces associations de personnes qui s'habillent, qui recréent des bivouacs, des choses comme ça. C'est juste, on travaille avec des associations qui sont tout à fait sérieuses, et c'est pour nous une manière de n'être que le prolongement de comment on rend vivant notre collection. Et donc que ce soit les reconstituants, une opération comme celle-ci, c'est pour nous exactement la même démarche de rendre accessible l'histoire au plus grand nombre. Donc globalement, je pense qu'il y a eu un ou deux grincheux historiens qui a trouvé ça un petit peu à côté de la plaque. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que les historiens avec lesquels on travaille, qu'on n'avait pas forcément associés au projet, nous ont dit « Waouh, super, bravo ». Voilà. Donc, plutôt positif de notre côté. Moi, j'ai une petite question, une petite interrogation. Alors déjà, génial, franchement, bravo pour cette action. Mais c'est plus par rapport en fait à l'outil Facebook en lui-même qui n'est pas neutre en tant que tel. À savoir que lorsque on publie donc, du contenu sur Facebook, on cède des droits d'exploitation à Facebook. Est-ce que derrière, d'une part, donc ça pose, est-ce que ça a posé des problèmes par rapport justement donc, au montage justement, du scénario, par rapport aux ayants droit? Déjà une première chose. Et d'autre part, en fait, quid des données des personnels, des abonnés à la page? C'est-à-dire, est-ce que d'une part, l'agence de publicité donc, a récolté les données des utilisateurs qu'est-ce qu'on est? Ouais. Alors, merci. Sur l'aspect Facebook, nous, quand on a commencé le projet, on a approché Facebook pour savoir si ils avaient envie de nous accompagner, voilà, Silence Radio, à tel point que c'est l'agence toute seule qui s'est débrouillée parce que
le curseur, on ne pouvait pas remonter jusqu'en 1914 au départ pour donner les dates 1914 sur Facebook. Donc c'est les informaticiens de l'agence qui se sont débrouillés pour trouver une manière de... voilà. Donc vraiment, Facebook s'est absolument pas mêlé, il n'a absolument pas mis son nez là-dedans. L'agence n'a absolument pas récupéré les coordonnées, voilà, c'était absolument pas du tout l'objet. Je pense que la déontologie, c'était important qu'on vous rappelle aussi pourquoi on avait fait la campagne avant, c'est que voilà, on a travaillé en confiance et il n'y a jamais eu de quoi que ce soit. Donc de ce côté-là, je peux vous garantir qu'il n'y a aucune démarche marketing derrière de récupérer des adresses, d'envoyer, enfin vraiment pas du tout. Sur les photos que nous on a mis en ligne, on a fait le travail de ne sortir que des photos dont on pouvait être sûr qu'elles étaient dans notre fond et qu'elles ne posaient pas de problème sur des questions de droit. Ça c'est pour les images d'archives, pour les photographies de nos objets, il n'y avait pas de problème. Et c'était quoi le... Non, c'était tout, j'ai répondu à tout. Oui, voilà. Juste sur Facebook, je parlais de la technicité tout à l'heure, mais je ne vous ai pas expliqué. Effectivement, le fait, on a dû s'adapter en fait à Facebook qui se fichait un peu de nous au départ, hein, complètement. Donc ça veut dire créer des images en fait JPEG. Tous les posts des personnages, ce sont des images JPEG qui sont intégrées dans un post pour que les internautes ne puissent pas intervenir entre les posts des personnages. Je ne sais pas si j'étais assez claire. Voilà. Donc déjà cette technicité-là. Donc ça veut dire que toute l'histoire, avant qu'on lance officiellement cette page, tout avait été maquetté en back-office. Mais il se trouve que Facebook ne nous appartient pas et que, croyez-le ou non, le jour J du lancement, Facebook décide de changer son interface. Ça arrive le mercredi matin et la conférence de presse est le mercredi à 18h. Donc là on voit bien aussi les limites et la capacité de réactivité ou d'adaptation qu'on doit avoir, parce qu'il est hors de question d'annuler les journalistes, ensuite ils ne reviennent pas. Donc ça veut dire que pendant toute la journée, là aussi c'était important de pouvoir s'appuyer sur des compétences, en l'occurrence des DB, qui a non-stop, à partir du matin où il y a eu ce changement d'interface, refait tout de A à Z. Donc 4 mois de boulot technique à fond, donc en faisant appel aussi à d'autres collègues de l'agence. Donc ça c'est aussi des risques qu'on prend, mais en tout cas à 22h c'était lancé et personne n'y a vu du feu, si ce n'est qu'il y a eu pas mal de stress dans la journée. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'il y a quelques semaines, donc seulement quelques semaines, donc en 2014, sachant que l'opération s'est finie fin mai 2013, l'agence s'est vue remettre un Facebook Awards, Facebook Awards Studio, de la part de Facebook. Donc il y a un grand ponte du siège américain qui est venu, avec le ponte français, remettre au sein de l'agence ce prix pour Léon. Donc voilà, c'est assez rigolo comme conclusion. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ou alors on va arrêter là et aller déjeuner? Ok, on va aller déjeuner. Cet après-midi on reprend.